Allez, ça c'est fait. Les Lakers sont en vacances. Bon, c'est un peu un désastre quand même pour une franchise telle que Los Angeles. Alors évidemment, on n'est pas au niveau de Washington ou de Charlotte, qui sont dans les bas-fonds du classement NBA depuis des années. Mais quand même, pour une équipe des Lakers avec LeBron James, Luka, ça pique quand même beaucoup de se faire sortir 4-1 au premier tour des playoffs. Surtout que ces dernières années, c'est pas la première fois. Je vais pas faire du LeBron bashing comme certains youtubeurs américains comme Scap Attack et d'autres, mais il est aussi responsable en partie de cette déroute. Mais il n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de choses à dire. On y va. Alors, c'était pas une série facile à prédire, il faut l'avouer, et tous les analystes d'ESPN se sont plantés. Analyse d'ESPN mettait les Lakers gagnants, avec des variantes en 6, en 7, peu importe. Personne ne voyait les Timberwolves passer. Il y a quand même des analystes qui disaient attention, les Timberwolves, c'est des chiens enragés, les gars. Donc faut faire attention, c'est pas une équipe si facile à prendre. C'est pas une grosse équipe de playoff sur les dernières années, elle a fait une finale de conférence, mais globalement elle se faisait sortir au premier tour les années précédentes. Le problème c'est que les Timberwolves, sur la fin de saison, ils arrivaient comme une balle. Je vous passe le trio des analystes ESPN qui sont des nullités intersidérales en prévision de playoff. Nick Wright, Shannon Sharpe et Perkins, ancien joueur, notamment à Boston, qui était complètement nul. Bon, ça veut pas dire que c'était pas un bon analyste, mais en tout cas en tant que joueur, il était vraiment bidon. C'est des analystes qui sont pro-LeBron, qui racontent mais n'importe quoi sur LeBron James. Et donc évidemment, ils ont un regard complètement faussé. Dès que LeBron est en playoff, il va gagner le titre. Globalement, c'est ça. Avec le trade de Luka, ils ont dit ça y est, les Lakers deviennent un contender pour le titre. Bon, c'est juste n'importe quoi. Donc eux, on va pas beaucoup s'attarder là-dessus, ils sont pas très intéressants. Par contre, j'ai trouvé une remarque de Jacques Monclar sur NBA Extra qui était très intéressante. Il s'est trompé sur son analyse. Il a dit si c'est une série courte, les Lakers passent. Si c'est une série longue, Minnesota va passer à cause de sa jeunesse et tout. Bon, il se trouve que là, série courte, et Minnesota est passé. Mais il avait dit que Minnesota, c'était la pire équipe pour les Lakers. Parce que c'était une équipe qui défendait, parce qu'ils avaient des chiens enragés avec Anthony Edwards, Julius Randle, et ça allait être très compliqué en attaque et en défense pour les Lakers. En plus avec la taille, avec Rudy Gobert. On a vu que Rudy Gobert, il n'a pas été beaucoup utilisé pendant cette série, et on va y revenir. Donc il y a plein d'explications, on va les analyser une par une. Bon, d'abord, il faut, entre guillemets, relativiser. Effectivement, les Lakers étaient 3e et les Minnesota Timberwolves étaient 6e. Mais à l'ouest, cette année, c'est tellement du délire qu'entre le 2e et le 7e, les écarts n'étaient pas extraordinaires. Bon, Oklahoma est largement au-dessus du lot. On verra s'ils performent sur les prochains tours. Et en fait, entre les Lakers et Minnesota, il y avait un match d'écart sur la saison. Alors pourquoi un match d'écart ? Parce que Minnesota est revenu mais comme une balle la deuxième partie de saison. Donc c'était pas une équipe à prendre à la légère. Mais 3e contre 6e, ça veut dire que Los Angeles avait l'avantage du terrain. Et ça, en play-off, c'est super important. À la maison, ça change tout. Là, pour les Lakers, à la maison, ça va pas changer grand-chose, parce qu'ils sont pris des roustres. Le premier match, ça a été un peu un carnage quand même. Les deux derniers, ça allait. Ils ont pas eu un énorme écart. En fait, ils ont gagné un match à la maison. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par LeBron. Je vous l'ai dit, je vais pas faire du LeBron bashing. J'aime pas ce joueur, j'aime pas la façon dont il joue, j'aime pas le narratif autour de LeBron. On va essayer de rester factuel. Il a pas fait une bonne série de playoffs, c'est indéniable quand on regarde ses statistiques. En fait, il a fait 2 bons matchs, notamment le match 3 où il a fait un match de mammouth. 61% de réussite à 2 points. 55 à 3 points pour 38 points au total, quand même, à 40 ans, bravo. Bon, il a un plus-minus de -10, ça c'est mauvais.
Mais de toute façon, sur la série, c'est pas bon. Les 2 premiers matchs sont vraiment pas bons, notamment sur le pourcentage à 3 points. 20% à 3 points, c'est quand même très très faible. Surtout en NBA aujourd'hui. Il a pas fait des passes décisives de ouf, 3 au premier match. Il a un plus-minus au premier match de moins 22. Moins 22. C'est cataclysmique. Ça veut dire que quand il est sur le terrain, son équipe se fait démonter en termes de points par l'adversaire. Bon, au Game 4, c'est très bien. Et au match 5, il a un plus-minus de moins 14. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ses choix en quatrième quart-temps sont très mauvais. Je vais vous mettre une vidéo d'un tir à 3 points, mais c'est juste n'importe quoi. Il reste 8 secondes. Il peut pénétrer, attirer la prise à 2, faire une passe à un joueur démarqué meilleur que lui à 3 points, ou même à 2. Et là, il lance une espèce de brique. Mais vraiment, c'est vraiment le show typique de dire je vais sauver le match, regardez, je suis juste incroyable. Non, t'es juste pathétique. C'est un choix, mais complètement débile. À 20 ans de carrière NBA, tu sors ça, franchement, ça pique. Il a été transparent au quatrième quart-temps du quatrième match. 0 points. 0 points. Le GOAT, on rigole. 0 points. Mais d'où ça existe un prétendant au titre de meilleur joueur de toute l'histoire de l'NBA qui met 0 points au quatrième quart-temps, là où ça compte le plus. Parce que tu peux être complètement à la ramasse sur les 3 premiers, ça peut arriver. Anthony Edwards, il n'a pas fait de super playoffs sur certains matchs. Par contre, à la fin, il était là, et il a marqué les daggers. LeBron, 0 points. Alors ok, j'entends tout de suite les excuses. Ouais, mais il est âgé, il a 40 ans, patati, patata. Non mais ok, de 2 choses l'une. Soit c'est le meilleur joueur de tous les temps à 40 ans, ce qui n'est pas vrai, je ferai une vidéo là-dessus. Soit ça ne l'est pas, mais si ça ne l'est pas, et s'il n'est pas capable de tenir 4 quarts-temps dans un match de playoff NBA, où c'est beaucoup plus intense, il joue pas. Il demande à son coach de prendre des minutes de repos. LeBron James, c'est quand même celui qui fait la pluie et le beau temps dans son équipe. Donc il pouvait très bien aller voir J.J. Redick en disant bon là, j'ai plus les cannes, tu me mets sur le banc pendant quelques minutes parce qu'il faut que je respire. Qu'est-ce qu'a fait Michael Jordan à la finale contre les Trailblazers de Portland? Au match 6, c'est ce qu'il a fait. Il a été voir Phil Jackson, il a dit non mais là j'en peux plus, faut que je me repose. Phil Jackson a mis l'équipe B, ils ont remonté un déficit incroyable. Et finalement, ils ont gagné le match et ils ont gagné les finales. Donc non, soit c'est le meilleur de tous les temps et il peut jouer, soit il demande des repos, ou alors il arrête sa carrière. C'est pas très compliqué la NBA. Alors sur Luka, c'est un peu plus compliqué. Il a fait 4 bons matchs, vraiment. Alors toujours avec des plus-minus qui sont pas bons. 37, 31, 17, 38, 28 points. Il a quand même fait des playoffs solides. Alors évidemment, au match 3, il a une gastro. Donc il a marqué 17 points, il n'était pas du tout dans le rythme, ça se voyait à ses yeux sur le banc, c'était triste de le voir comme ça. Globalement, il fait de meilleurs playoffs que LeBron James, en tout cas en attaque. Bon, le match 5, 39% à 2 points, 25 à 3 points, moins 5 de plus-minus. Bon, c'est pas fabuleux. Par contre, le gros problème, et c'est ce que tout le monde disait sur Luka quand il y a eu le trade pour Anthony Davis, c'est sa défense. Le mec est cataclysmique en défense. Il se fait bouffer par n'importe quel attaquant. Alors évidemment, en face, il se prend Anthony Edwards ou Julius Randle, qui sont des espèces d'ovnis physiques. Donc évidemment, le gars, un dribble, un pas, il est à l'ouest. Les autres joueurs de Lakers sont obligés de venir en aide. Ça fait des trous béants dans les défenses. C'est un vrai problème de Luka. C'est d'ailleurs ce que dit un des journalistes de First Team. Il dit, mais en défense, il est nul. Il est complètement nul. Mais n'importe qui peut marquer sur ce mec-là. C'est juste incroyable. Et quand on voit son physique aujourd'hui, il a quand même des bonnes joues, il est complètement hors de forme, Luka. Il y a un analyste sur ESPN qui disait, en fait, il a le corps d'un joueur de 40 ans. C'est les boules quand même. Il a combien, Luka? 24? 25? S'il se remet pas en forme, et il peut le faire, c'est un mec avec un mental d'acier, il est capable d'arrêter de bouffer n'importe quoi ou des quantités astronomiques, il a des entraîneurs physiques, il a des préparateurs, il est capable à l'intersaison de perdre 10 kilos et de revenir avec un vrai corps d'athlète. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Luka, il compense par sa technique, par ses moves, par son tir à 3 points qui, pour moi, est le plus beau tir de la NBA aujourd'hui. C'est une cloche qui est parfaite. Il tire sur un pied, sur une jambe, n'importe quoi, il va mettre. Mais en fait, en défense, et physiquement pour tenir sur une intensité de play-off, l'année dernière, il a réussi à hisser Dallas au sommet, quasiment au sommet. Mais au bout d'un moment, le gras que t'as en trop, il doit courir.
On le voit bien, de toute façon, Luka, son jeu, c'est je pose, je mène, je vais à un faux rythme, je vais pas très très vite. Bah, en playoff, ça se paye, hein. Et ça se paye cash. Il peut rebondir, à mon avis, hein, y a pas de souci, mais il va falloir, parce que sinon, il va pas faire une grande carrière, hein. En tout cas, pas une longue carrière. Alors, qu'on s'entende bien, hein. Au match 3, il avait une gastro, il a joué, c'est extraordinaire. Donc il a quand même un physique, ouais, il devait être bourré de médoc, d'antivomitifs de partout, avec des shoots d'adrénaline, je sais pas quoi, enfin... Mais on voyait ses yeux, hein. Mais quand même, le mec il a une gastro pendant la nuit, et il joue un match de play-off. Alors certes il est pas bon, enfin il y a beaucoup de joueurs qui n'auraient même pas mis les pieds sur le parquet. Donc respect à Luka là-dessus. Bon, Jordan qui était à un autre niveau, hein, pendant les finales, le flu game, le gars, mais il est sur une autre planète quoi. Il fait gagner son équipe, on le voit, il est complètement épuisé sur le banc, il a des poches de glace dans le cou, enfin bon... Bon, quand même, respect pour Luka. Bon, on a fait les petits hors d'œuvre, maintenant on va passer au plat de résistance avec Gigi Redick. Gigi Redick, quel charlot. Mais quel charlot. Alors Gigi Redick, ça a été un joueur de basket. Mais alors, il a jamais été coach dans aucune équipe. Il a fait des podcasts avec LeBron, avec son pote LeBron. Je les ai jamais écoutés. J'ai écouté quelques séquences sur ESPN où il disait n'importe quoi sur les années 90. Il osait dire, faut quand même avoir des robignoles sévères, hein. Il osait dire qu'en fait, les années 90 c'était moins physique que les années 2010. Ah là, le gars, quand même, respect, hein, parce que au niveau des mensonges, il est quasiment au niveau de Trump, hein. Donc là, je dois dire que chapeau l'artiste, hein. Mais bon, ils l'ont pris aux Lakers parce que sans doute c'était le pote de LeBron. Il avait peut-être des bonnes idées. J'en sais rien, je suis pas dirigeant des Lakers, je l'ai pas entendu émettre des tactiques ou une vision du jeu. Il a amené l'équipe à 50 victoires, ok, contrat rempli, mais il a été propulsé coach des Lakers. Les Lakers, c'est pas n'importe quelle franchise en NBA, hein. Avec Boston, c'est la franchise mythique de toute l'histoire de la NBA. On n'est pas propulsé coach des Lakers comme ça. Personnellement, je pense qu'il faut un SAS, il faut être assistant coach. Il y a des exceptions parce qu'il peut y avoir un génie du coaching qui a des tactiques incroyables, qui sait mener des hommes, et puis on le met coach et il gagne. Peut-être que ça peut arriver, c'est peut-être déjà arrivé, hein, je connais pas toute l'histoire de la NBA. On voit les très grands coachs, ils ont tous été assistants. Popovich, Phil Jackson, Pat Riley, tous assistants pendant quelques années, avant de devenir coach. Donc ils ont eu cette phase où ils ont appris le métier de coach. Gigi Redick, il a été propulsé de ancien joueur NBA, ok, de podcaster à coach des Lakers. Il pourra s'améliorer. Je dis pas qu'il sera toujours un mauvais coach. Je dis que là, sur une série de playoffs, il a été nul. Il faut employer les mots, hein. Il a été nul. D'ailleurs, il se fait démonter par les youtubeurs américains. Il s'est dit, je vais jouer small ball avec Jackson Hayes en pivot. De toute façon, il a que ça. Donc il fait avec ce qu'il a. Comment tu veux jouer rapide contre les mutants qui sont en face de toi là ? C'est tous des ovnis physiques, les gars. Comment tu peux penser ? T'as un joueur qui a 40 ans, t'as un joueur qui, quand même, Luka, c'est pas le plus rapide de la ligue, hein. Comment tu peux penser que tu vas faire une série en essayant de jouer physique et rapide contre l'équipe que t'as en face, les Minnesota Timberwolves ? Non mais ça ne peut pas marcher. C'est juste pas possible. Fais un jeu posé, essaye de casser le tempo. Et là où on voit que Gigi Redick n'a pas d'expérience, c'est qu'il n'a pas réussi à s'adapter. Alors que Chris Finch, le coach des Minnesota Timberwolves, lui, il s'est adapté. Les 4 premiers matchs, Gigi Redick, il joue small ball avec Jackson Hayes, ok, on l'a dit. Ok, en face, qu'est-ce qu'il fait Chris Finch ? Lui, il joue sur ses mutants. Ils attaquent Luka en défense. C'est normal, il est mauvais. Le mec, c'est exactement ce qu'il faut faire. Au 4e match, Gigi Redick fait jouer 24 minutes en 2e mi-temps, 5 joueurs. Les 5 mêmes joueurs. Encore une fois, LeBron James, 40 ans. Luka, qui sortait d'une gastro au match précédent, il les fait jouer 24 minutes. Et je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Il s'est dit, tiens, je vais faire un coup d'éclat, parce que le mec, il a le melon, hein. Gigi Redick, il a le melon, hein. Il est gros, hein. Donc il s'est dit, je suis un coach extraordinaire. Ça, c'est une idée de la balle. Ça va marcher. Je vais mettre en difficulté le coach adverse. Il va pas comprendre ce que je veux faire, machin et tout. Non mais, gars, évidemment, en 4e quart-temps, les mecs, ils ont plus les cannes. Ils sont épuisés parce que les autres, là, ils défendent tout le temps. Et forcément, tu fais des mauvais choix. T'as plus de vue. Tu perds, hein, tout simplement. Là aussi où il a fait une énorme erreur, c'est qu'il a viré Jackson Hayes du 5e match. Là, franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il a tenté, mettre Hachimura en centre. Bon, ok. Et là, Rudy Gobert a fait le meilleur match de sa carrière, comme par hasard. Et Minnesota l'a un peu plus cherché que dans les 4 premiers matchs. Quand Gigi Redick, avec son melon intersidéral, il a dit, moi je vais jouer son pivot.
Ah bah alors là, Rudy Gobert, il a fait un massacre. 27 points, 24 rebonds. Son meilleur match de playoff de tous les temps, de toute sa carrière. Même Shaquille O'Neal a eu du mal à dire que Rudy Gobert avait été exceptionnel sur ce match. Mais tu t'adaptes. Tu vois que le mec, il est en train de te massacrer en première mi-temps. Il prend des rebonds, il met des points, alors que c'est pas un joueur offensif. Je sais pas, mais tu te dis, mais il y a un problème dans ma tactique. Le mec là, il est nul en attaque. Il est en train de me défoncer. J'ai fait un mauvais choix en virant Jackson Hayes. Je le remets. J.J. Redick, j'espère qu'il va réfléchir pendant l'été, qu'il y a le staff des Lakers qui vont lui dire « Hey gars, ton melon, tu le dégonfles, et tu reviens sur Terre. » Il peut le faire, hein. Il n'y a pas de raison que les gens n'arrivent pas à s'améliorer. Je vais pas dire J.J. Redick gagnera jamais un titre avec les Lakers ou avec une autre équipe. J'en sais rien, je suis pas devin. En tout cas, s'il coach comme ça va être compliqué, hein. Très compliqué. Et puis en dernière raison, je pense que l'équipe est mal construite. Tout le monde l'a dit au trade de Luka contre Davis. Il perdait en défense, mais énormément, parce qu'il perdait quand même avec Anthony Davis, un joueur élite en défense, un joueur élite en attaque aussi, mais remplacé par Luka, élite en attaque. C'est bien pour ça, tout le monde était au courant, les Lakers aussi, hein, faut pas, ils sont intelligents, hein. C'est pour ça qu'ils ont essayé de débaucher le pivot de Charlotte. Là, l'épisode est incompréhensible. Il est arrivé au staff médical. Le staff médical des Lakers a dit non, on ne prend pas. Il est revenu à Charlotte. On a vu des extraits de ces matchs juste après. Le mec, il dunkait, il prenait des rebonds, il courait. Personne n'a compris, hein. Qu'est-ce qu'on lui reprochait médicalement? Il manque un pivot, c'est très clair. Même un pivot pas très bon, mais qui défend, qui va au charbon, qui va au rebond, qui prend de la place. Potentiellement, ils prennent 2 pivots, pas très bons, mais qui sont là pour faire des fautes. Ça compte, hein. C'est là aussi où J.J. Redick s'est pas adapté. Il avait des gens sur le banc. Il pouvait sortir des gens pour faire des fautes. Ce qu'a fait les Chicago Bulls contre Shaquille O'Neal dans les années 90, il sortait des joueurs pour faire des fautes sur lui parce qu'il était nul au lancer franc. Bon voilà, on s'adapte. Il y a des gens qui disent qu'il manque un meneur. Le problème c'est que LeBron et Luka sont des meneurs. Alors c'est pas leur vrai poste, mais c'est des joueurs qui ont besoin de la balle. Comme Austin Reeves, c'est un joueur qui a besoin de la balle. Ils ont besoin de faire le jeu. Ils ont une excellente vision du jeu évidemment. Donc on verra. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail aux Lakers à l'intersaison. J'espère, franchement, parce qu'il y a des rumeurs là-dessus, hein, d'un trade de Giannis aux Lakers. J'espère franchement que la NBA n'aura pas le culot de faire ça. Parce que normalement, en tout cas historiquement, la NBA ne veut pas d'équipe complètement surdimensionnée dans une conférence. Ils l'ont fait avec les Warriors, avec Kevin Durant, Steph Curry, tout ça. On a vu que c'était complètement hors sol. Et normalement, pour pas casser la dynamique d'une conférence, ils font pas ça. Donc j'espère franchement qu'ils mettront pas Giannis, ça serait un pur scandale. Après, je sais pas contre Giannis qu'est-ce qu'on peut avoir, hein. En plus, en termes de gap salarial et tout, ça va être compliqué, hein. Si ce n'est impossible, à moins de trader LeBron. Alors là, s'ils tradent LeBron, chapeau les Lakers, hein. Là, je dis bravo. Mais bon, on verra. En tout cas, une série cataclysmique pour les Lakers. Beaucoup de travail à l'intersaison et on verra ce que ça donne l'année prochaine. Allez, ciao!